Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais analyser avec toi un trade que j'ai pris cette semaine. Je sais que c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire et je vais essayer de le faire davantage ces prochaines semaines, et aussi, donc surtout l'année 2025. Puisque comme tu le sais peut-être, si tu me suis depuis le début, mais l'année 2024 a été une année durant laquelle j'ai fait ma série en fait de vidéos que j'ai appelée étudiant à trader pro. Sauf que normalement, c'est ce que j'avais annoncé donc en janvier de l'année passée, enfin de cette année, c'était une série que je comptais, je vais y arriver, tourner pendant un an. Et comme on arrive à la fin de l'année, et bien maintenant je me pose la question, tiens, qu'est-ce que je peux faire comme vidéo puisque j'ai pas nécessairement envie de continuer cette série étudiant à trader pro, même si je continue à partager mon aventure, mais j'aimerais bien le faire sous une autre forme. Et donc je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de changer un peu de format. Tu le sais peut-être, mais mes vidéos cette année ont surtout été des vidéos un peu plus sur l'aspect psychologique, ou plutôt l'aspect on va dire émotionnel, les phases par lesquelles tu passes quand tu essayes de devenir trader. Maintenant, j'aimerais plus, pour l'année 2025, me concentrer sur l'aspect plus technique, sur vraiment le boulot en tant que trader, les analyses, les graphiques, etc. Et puis les trades, et alors je vais te partager l'évolution de ma progression sur mon challenge prop firm, etc. Donc je pense que je vais vraiment me focus plus sur ça. Je sais pas encore comment je vais appeler cette série-là, mais en tout cas, je spoil déjà pour l'année 2025 ce qui va se passer. Bref, donc aujourd'hui j'aimerais analyser une position que j'ai prise cette semaine. Donc c'était un short sur l'euro-dollar. Comme tu le sais, je trade que l'euro-dollar, je fais du mono-actif. Mais donc, on va regarder ça ensemble. Je vais t'expliquer un peu les raisons fondamentales qui m'ont poussé à prendre cette position. Et puis on va regarder les graphiques. Enfin, je vais directement aller sur les graphiques pour expliquer certaines choses. Donc, si je prends les graphes, alors ici, fais pas attention à ça, on va juste mettre un graphe technique. Donc, je vais d'abord remonter un peu dans le temps et t'expliquer ma vision de l'euro ces derniers temps. Donc, il faut savoir que depuis octobre, donc fin septembre, début octobre, l'euro est en chute libre face au dollar. Ok. Je ne vais pas me concentrer sur la raison de cette chute-là, je vais vraiment essayer de me focaliser sur la période récente. Et donc, l'euro est en chute libre face au dollar. On a eu un petit redressement fin octobre, puis de nouveau une grande baisse, et puis du coup depuis fin novembre, début décembre, on a eu un petit redressement de l'euro face au dollar. Alors, il faut savoir que ma tendance de fond, ou mon biais directionnel global, était baissier sur l'euro. Je pense que de toute façon c'est évident avec une baisse pareille, enfin tu vas me dire c'est pas parce qu'il y a eu cette baisse là que ça implique des baisses pour l'avenir, mais si tu regardes un peu l'actualité économique, tu sauras que c'est un peu un consensus de dire que le dollar sera fort en 2025 et donc ça implique nécessairement un euro faible face au dollar, si on observe juste les développements du dollar. Mais même si on regarde du côté de l'euro, on se rend compte que la Banque Centrale Européenne, qui à travers ses taux d'intérêt influence énormément le taux de change entre l'euro et le dollar, on se rend compte que la Banque Centrale Européenne a beaucoup de raisons, ou plutôt va peut-être accélérer le rythme d'assouplissement monétaire en 2025, parce que si maintenant Donald Trump, si tu regardes un peu l'actualité, je ne vais pas tout réexpliquer, j'espère que tu as déjà quelques notions, mais donc par rapport à l'actualité économique, si Donald Trump impose des droits de douane à l'Europe, particulièrement à la zone euro, eh bien ça pourrait freiner la croissance économique et l'activité en zone euro, tu le sais peut-être, mais elle est déjà très faible, elle est morose. Donc si maintenant la BCE fait face à un risque de récession en zone euro, sachant en plus que l'inflation semble retourner vers sa cible de 2% dans le bloc monétaire, eh bien on pourrait avoir davantage de raisons de réduire les taux d'intérêt, et donc la BCE pourrait accélérer son rythme d'assouplissement monétaire. Tout ça, ça se traduit par une baisse de l'euro. Donc ça, c'est pour 2025. Donc le consensus est pour un dollar fort, un euro faible, d'accord. Sauf que ce qu'on a observé fin novembre, c'est un redressement de l'euro, okay, face au dollar, pour des raisons... de nouveau, ça va toujours être fondamental, mais je t'avoue que là, comme ça, je me souviens plus des raisons. Mais je vais vraiment, parce qu'avant la vidéo, j'ai regardé surtout de quoi expliquer cette baisse-ci. Mais donc, je me souviens que fin novembre, j'envisageais un redressement de l'euro. Pas énorme. Si d'ailleurs tu es sur le Discord de la communauté, le lien est dans la description. Si tu es sur le Discord, tu as peut-être remarqué qu'on discutait avec certains membres du potentiel redressement de l'euro et jusqu'où ça irait. Certains voyaient même l'euro jusqu'à des niveaux comme 1,07, 1,08.
Pour ma part, je le voyais limité à 1,06, mais tout ça, on en parlait dans le Discord. Et donc, le niveau 1,06, niveau que je surveillais particulièrement, parce que tu vois que le prix a quand même buté une fois, deux fois, trois fois, bref, il n'arrivait pas à dépasser ce niveau-là. Et c'est logique étant donné que même si les investisseurs se détournaient du dollar sur la fin novembre, début décembre, ils n'avaient pas non plus vraiment de raison de s'orienter vers l'euro, ou en tout cas d'acheter de l'euro, puisque l'euro n'est pas très intéressant comme monnaie en ce moment. Bref. L'euro a commencé à se déprécier durant la deuxième semaine de décembre. Donc ici, tu vois qu'on est le 9 décembre et il a eu 4 jours de baisse, enfin même 5 si on prend le vendredi, mais donc 5 jours de baisse consécutive. Donc pour rappel un petit peu, la deuxième semaine du mois de décembre, c'était la semaine où on a eu les données d'inflation aux États-Unis, donc le CPI et le PPI, et on a aussi eu la décision de politique monétaire de la BCE. Donc ces deux choses-là pouvaient être, et du coup se sont avérées baissières pour l'euro. Alors je ne vais pas détailler ici pourquoi, mais si tu veux, tu peux aller directement regarder, donc ça c'est le site sur lequel je partage mes analyses macro. Tu peux donc, le lien est dans la description d'ailleurs, mais ça s'appelle La Macro. Tu peux aller sur le site, tu vas dans tous les posts et tu descends au rapport hebdomadaire, non pas celui de cette semaine-ci, donc ça c'est celui du 16 décembre, pas celui-là, tu descends encore et tu descends à celui du 9 décembre, dans lequel j'explique justement que l'inflation aux États-Unis et la politique monétaire pourrait avoir, enfin je l'explique dans tout le rapport, pourrait avoir un impact baissier sur l'euro. Ce rapport-là est complètement gratuit. Donc si jamais tu peux aller le lire. Après, si tu veux être un peu plus à jour, au lieu de lire ce rapport-là, tu peux directement lire le data recap ici. Donc c'est un récapitulatif du coup des données d'inflation et de la décision de la BCE et de pourquoi du coup ça a eu un impact baissier sur l'euro. Mais donc ça, après cette semaine-là, donc je reviens sur mes graphiques, après cette semaine-là, donc on était ici, jeudi, on a observé un vendredi haussier pour l'euro. Si je me souviens bien, il n'y avait pas d'annonce particulière. Je vais juste vérifier. Non, là je suis trop loin. Data recap, rapport hebdo, tout en bas. Boum, 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 boum. Hop. Donc vendredi, oui, il n'y avait rien de particulier. Il y avait le CPI de la France et la production industrielle en zone euro. Mais donc vraiment le jour important, c'était la décision de politique monétaire de la BCE. Et puis il y avait le CPI US la veille, avec le PPI ici jeudi. Mais donc vendredi, on observe un redressement de l'euro après une semaine de baisse totale, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et avec, donc je vais descendre un peu sur l'unité de temps, j'ai commencé à chercher de la vente sur l'euro à ce moment-là. Pourquoi pas avant? Donc à partir du moment où le prix avait cassé, ou en tout cas avait percé légèrement ce niveau-ci, donc 1,0460. Pourquoi à partir de ce moment-là? Parce que avant, comme je te l'ai dit, de la façon dont j'analyse la structure du marché, pour moi, il y avait cette correction haussière sur l'unité de temps H4 qui me disait... ne va pas encore chercher de la vente puisque tu ne sais pas quand est-ce que l'euro va reprendre sa tendance baissière. Donc je te l'ai dit au début de la vidéo, mais pour moi on est clairement dans une tendance baissière sur l'euro. La question c'est est-ce que le prix va remonter ici et chuter ou est-ce qu'il allait remonter encore plus haut avant de chuter? Donc ça je ne le savais pas. À partir du moment où le prix donc a percé ce niveau-là et aussi fondamentalement avec les raisons du CPI, de la BCE qui justifiaient un euro plus bas, eh bien j'ai vu là l'opportunité de me dire ok, ici on a peut-être une reprise de la tendance baissière sur l'euro, chouette. Ça c'était vendredi. Vient la semaine qui vient d'arriver, ok, donc de nouveau si jamais tu veux, il y a le rapport hebdo, il est juste en grand sur le site, après sinon tu vas dans tous les posts, tu remontes un petit peu, mais donc c'est le rapport du 16 décembre. Donc tu as le rapport hebdo dans lequel j'expliquais voilà, que la Fed devrait baisser ses taux, malgré l'absence de progrès dans la lutte contre l'inflation. Donc si on regarde le calendrier, qu'on a eu cette semaine, là on est jeudi. Si on regarde le calendrier, on voit qu'on avait eu les données d'activité PMI en début de semaine, puis on a eu les ventes au détail aussi, mais ces données-là n'ont pas eu un grand impact sur le prix. Ce qui vraiment comptait, c'était la décision de politique monétaire de la Fed hier soir. Et alors pour la fin de semaine, on va avoir le PIB aux États-Unis, la 3e estimation. Ce serait toujours intéressant de regarder s'il y a des surprises. Et puis alors on a l'indice des prix PCE qui va être très important à regarder vendredi. Mais donc cette semaine, en tout cas pour les 3 premiers jours, la grosse décision, c'était la décision de politique monétaire de la Fed. Alors pour te la faire bref, même si je l'explique donc dans ce rapport-ci, mais donc selon moi, on pouvait s'attendre à une réduction de 25 points de base parce qu'on a vu récemment un ralentissement du marché du travail, c'est ce que j'expliquais d'ailleurs dans le rapport du jour. Ici, ce rapport-ci, il me semble... il y a un petit cadenas. Donc ce rapport-ci, il n'est pas pour les abonnés gratuits, mais bref, on s'en fout, je te le montre en vidéo. Donc du coup, j'expliquais ici que la réduction de la Fed, qui a réduit ses taux de 25 points de base, a été motivée par
les risques pour le marché du travail, puisqu'on a observé une hausse du taux de chômage. On voyait aussi que le rapport, donc le ratio entre les offres d'emploi et le chômage est resté à ses plus bas niveaux depuis 3 ans, donc 1,1. Donc même si le nombre de créations d'emplois avait été élevé en novembre, on voit quand même que le marché du travail ralentit progressivement. Chouette. Donc ça, c'est ce qui a motivé la réduction de la Fed de 25 points de base. Mais ça, c'était déjà priced in, c'était déjà anticipé par les marchés, ça justifiait pas nécessairement une chute aussi importante de l'euro. Ce qui a vraiment amené cette chute de l'euro, et c'est ce que j'expliquais donc avant ce rapport-là, donc dans le rapport de la veille, celui-ci, celui-là est d'ailleurs gratuit, tu vois qu'il n'y a pas de cadenas. Parce que comme, en fait, sur le site, généralement, les rapports quotidiens sont pour les abonnés premium, et les rapports hebdomadaires sont totalement gratuits. De temps en temps, tu remarqueras qu'il y a des rapports quotidiens, si je vais là, il y a des rapports quotidiens, par exemple celui-ci ou celui-là, qui sont gratuits, donc il n'y a pas le petit cadenas, parce que je considère que c'est des jours importants pour les marchés financiers. Par exemple, ici on a eu la décision de la BCE, ici on a eu la décision de la Fed, et je trouve que c'est chouette de pouvoir le rendre public, comme ça tout le monde peut le voir, parce que c'est un jour important pour les marchés. Et donc dans mon rapport de hier, j'expliquais que la Fed devrait réduire ses taux, réduire ses taux, mais qu'elle procéderait à une réduction hawkish. Donc une réduction hawkish, ça veut dire que la Fed réduit ses taux, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y aura d'autres baisses de taux à l'avenir. Ou formulé autrement, elle réduit ses taux, mais elle garde quand même une posture assez hawkish, donc restrictive, ce qui du coup va soutenir la devise en question, qui est le dollar, et donc faire baisser l'euro. La surprise qu'on a eue ici, et que j'anticipais, ce pourquoi j'ai pris une position, je te montrerai après la position que j'ai prise, mais donc toute l'idée, pour résumer un peu si tu es un peu perdu dans la vidéo jusqu'à présent, toute l'idée c'est de se dire, ok, on est dans une tendance baissière, une tendance de fond qui est baissière sur l'euro. Ok, voilà. Pour 2025, j'anticipe aussi une baisse. La question c'était le timing de cette baisse. Tiens, à quel moment est-ce que l'euro arrête de se redresser et est prêt pour reprendre sa tendance baissière? Ce timing-là, je l'ai eu avec la décision de politique monétaire de la BCE, les chiffres d'inflation aux États-Unis qui m'ont déjà donné des indices d'un point de vue fondamental de tiens, peut-être que l'euro va reprendre sa tendance baissière. Et puis aussi d'un point de vue technique, la cassure de ce niveau-là, que je surveillais depuis pas mal de temps, qui me dit ok, peut-être que l'euro est prêt à se retourner. Ensuite, on a eu un léger retracement du prix que j'avais fibé, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis ici, mais que j'avais fibé. Et à partir du moment où le prix donc, a chuté ici et est remonté à 38,20%, donc 1,0520, j'ai particulièrement surveillé ce niveau-là. 1,0520, je l'avais vraiment marqué en jaune, je me souviens. J'ai particulièrement surveillé ce niveau-là, le prix bute une fois, 2 fois, 3 fois. Bref, c'était un niveau où je me suis dit, ok, peut-être que l'euro peut démarrer, ou plutôt terminer son retracement ici et entamer une nouvelle impulsion. Ok ? Donc j'ai fib ce niveau-là. Le positionnement que j'ai pris, ok, c'était en anticipation de quoi ? Certes, une réduction des taux de la Fed, mais surtout, en fait, j'anticipais une révision du dot plot. Donc tu le sais peut-être, mais quand... Pardon, c'est pas ce rapport-ci. Quand la Fed rend sa décision de politique monétaire, ok, je ne l'ai pas ici, quand la Fed rend sa décision de politique monétaire, elle actualise parfois ses projections pour l'année à venir. Donc si tu regardes Fed Summary of... Voilà, je l'ai ici. Si tu regardes le nouveau résumé des projections économiques de la Fed, tu remarqueras deux choses qui sont importantes. Bon, ça peut paraître compliqué comme ça le tableau, mais en réalité on se concentre juste sur la partie à gauche. Attends, je vais faire un truc très sympa. On va faire ça. Comme ça, on va pouvoir analyser ensemble. Donc, on se concentre juste sur la partie à gauche qui est les médianes pour 2024, 25, 26 et 27. Et puis à long terme, okay, de la croissance, donc le PIB, GDP, le taux de chômage, le PCE et le PCE Core, donc l'indice des prix, enfin l'inflation de base. Okay. Et puis alors, il est aussi très important, on a le Federal Fund Rates, donc ça c'est le taux directeur. Et donc ce tableau-là nous dit, tiens, où est-ce que les responsables de la Fed pensent que ces valeurs-ci, donc ces données-là, seront en 2024, en 2025, en 2026, en 2027. Bref. Donc c'est ce qu'on appelle le SEP, Summary of Economic Projections. Okay. À chaque fois qu'ils publient leurs projections économiques, ils comparent en fait l'ancienne prévision qui a été donnée au mois de septembre avec la nouvelle prévision qui du coup là, est pour ce mois-ci, donc le mois de décembre. Donc il y a deux choses que j'aimerais mettre en valeur. Si on regarde l'indice des prix Core, tu le sais peut-être, mais la Fed a une cible d'inflation de 2%. Ce 2%, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est la Fed aimerait ramener l'inflation PCE Core, okay, de base, à 2% sur un an. Tu vois d'ailleurs qu'en septembre, elle prévoyait que l'inflation reviendrait à son niveau de 2% en 2026, sauf que là, elle ne prévoit ça, donc ça, si je te regarde les nouvelles projections ici, elle ne prévoit ça que pour 2027.
et elle a révisé à la hausse ses projections d'inflation pour 2026. Mais bref, donc par rapport à l'inflation, okay, tu vois une chose très importante, c'est que pour toutes les valeurs, 2024, 2025 et 2026, tu vois qu'elle a révisé à la hausse, donc ça c'était les anciennes prévisions, elle a révisé à la hausse toutes ses projections. Au lieu de 2,6%, on est à 2,8, 2,2, 2,5, 2,0, 2,2. Donc déjà, tu vois ici que la Fed s'attend à une inflation plus élevée dans le courant de l'année 2025 et puis aussi pour 2024. Le PCE Core actuel est de 2,8%, donc c'est pour ça qu'elle a remis ça à jour. Okay, ça, c'est une première chose. Pourquoi elle pense ça? Parce que dernièrement, l'inflation a stagné. Si tu regardes les développements de l'inflation, je peux aller par exemple sur Trading Economics, si je te montre US Inflation Rate, par exemple juste avec le CPI, tu remarqueras que tiens, ces derniers temps, l'inflation repart à la hausse. Okay, c'est valable aussi pour l'indice Core. Non, pardon, ce n'est pas valable pour l'indice Core, mais il stagne à 3,3%. Donc ça aussi, c'est pas bon. Et alors, si tu regardes le PCE, okay, en rythme annuel, je prends l'indice de base, tu vois qu'il est reparti à la hausse en octobre. Et si tu prends l'indice global, je sais pas si je peux l'avoir, PCE Price Index Year over Year, tu vois aussi qu'il est reparti à la hausse en octobre. Donc dernièrement, et puis alors on aura l'indice des prix PCE qui sera publié vendredi pour voir la mise à jour en novembre, mais tu vois que dernièrement, les développements de l'inflation ne sont pas très encourageants pour la ramener vers 2%. Ce pourquoi, donc ça c'est déjà l'une des raisons pour lesquelles la Fed a révisé à la hausse ses prévisions d'inflation, mais aussi avec l'élection de Donald Trump qui va, et du coup il prendra ses fonctions vers la fin du mois de janvier, je crois, aux alentours du 20, je ne sais plus exactement la date, 20, 21 peut-être. Et donc Donald Trump a promis d'imposer des droits de douane à plusieurs partenaires commerciaux des États-Unis, ce qui pourrait en fait, mais ça c'est si tu regardes un peu la politique commerciale, enfin si tu as un peu des notions juste en commerce international, tu sauras que de telles mesures politiques présentent un risque inflationniste pour le pays en question, c'est-à-dire les États-Unis. Okay, là où ça présente un risque pour la croissance des pays extérieurs. Okay, c'est pour ça d'ailleurs que la zone euro risque d'avoir une faible croissance économique à cause de ces droits de douane si ces droits de douane voient le jour un jour. Ok. Et donc, projection de décembre, inflation révisée à la hausse pour deux raisons. Les récents développements de l'inflation et le risque inflationniste que présentent les politiques de Trump. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, et c'est surtout ça qui a surpris les marchés, c'est que tu vois que le Fed Fund Rate, ok, donc pas pour 2024, mais pour 2025, attends, je vais reprendre, voilà, c'était mieux ici, tu vois qu'il était à 3,4%. Ça veut dire que là, si tu regardes par rapport au taux actuel qui est de 4,5%, okay, donc on est à 4,50%, la Fed a ramené, on était à 4,75 avant, et la Fed a réduit ses taux de 25 points de base. Donc si tu regardes la projection de septembre, la Fed anticipait un taux à 3,5%, enfin on va dire qu'on arrondit, 3,4, 25, enfin bref, à 3,5% en 2025. Ce qui implique, si tu fais le calcul, 100 points de base de réduction des taux. Donc 4 réductions de 25 points de base. Sauf que là, elle a revu à la hausse son taux, on va dire, terminal, mais pour 2025, je précise, pas le taux terminal ici, celui pour 2025, à 3,9%. Autrement dit, 4%. Ce qui veut dire que là où le taux actuel est de 4,5%, elle anticipe plus que 2 baisses de taux, et non pas 4. Alors autant les marchés s'attendaient à ce que la Fed prévoit moins de baisses de taux pour 2025, vu qu'il y a les risques inflationnistes avec ce que j'ai expliqué, mais pas passer de 4 à 2 baisses de taux. On pensait peut-être qu'elle passerait de 4 à 3 baisses de taux. Donc ça a été une surprise pour les marchés. On a vu aussi dans le dot plot, enfin en fait c'était montré par le dot plot, mais du coup on voit ici que dans le dot plot, la majorité des... pardon, c'est ici pour 2025, la majorité du coup des membres du FOMC, enfin des responsables de la Fed, pardon, voient le taux directeur à 3,9, ok, donc juste en dessous. Et aussi intéressant à noter, c'est que dans, bon je ne l'ai pas ici, mais dans le statement, donc la déclaration de politique monétaire, il y a un membre qui s'est opposé à la réduction des taux ce mois-ci. Donc ça montre vraiment une tendance à la prudence, une sorte d'orientation presque hawkish de la part de la Fed. Et donc toutes ces raisons-là, font que forcément on a eu une baisse de l'euro, ou plutôt une appréciation du dollar, ça c'est logique. Si on regarde les développements, je vais aller sur un graphique différent. Si tu regardes les développements, donc là je me mets sur 4 heures, mais je peux aller sur 1 heure.
Tu vois qu'après la décision de politique monétaire, donc le mercredi 18 décembre à 20h, l'euro a complètement chuté, mais donc ici le dollar s'est apprécié, ici donc on a le dollar. Tu vois que les rendements à court terme et à long terme se sont aussi appréciés, ce qui implique d'ailleurs pour la courbe des rendements, si tu vois ce que c'est la yield curve, donc la courbe des rendements, bah ici tu vois, enfin j'ai pas les rendements à long terme affichés, j'ai que le 2 et le 10 ans, mais tu vois que si tu regardes en dehors de la vidéo, tu remarqueras que les rendements à court terme s'apprécient ou augmentent plus vite que les rendements à long terme. Donc on a un aplatissement baissier, donc la courbe elle fait ça. Enfin, je ne sais pas si à la caméra ce sera dans le bon sens, mais bref, on a un aplatissement baissier de la courbe des rendements, ce qui est clairement baissier aussi pour le dollar. S'il y a des notions, mini parenthèse, mais s'il y a des notions qui ne te parlent pas, genre j'explique des choses et t'es là mais je comprends pas, je t'invite vraiment à aller juste te renseigner sur internet avec les termes que j'utilise pour en apprendre davantage sur ce que c'est. Parce que pour pouvoir faire une analyse macro et comprendre un peu la façon dont les marchés bougent, c'est important de comprendre tous les termes que j'emploie et ce que j'explique. Et alors tu vois aussi forcément le VIX, donc ça c'est la volatilité sur le S&P 500, elle a pété à la hausse, ça c'est logique. Mais surtout, tu vois que, donc je vais zoomer un peu, ici, le S&P 500 a perdu quasi 3%, ouais, plus de 3% en fait, à la suite de la décision de politique monétaire. Pourquoi? Parce que moins de réduction des taux en 2025, donc une politique un peu plus restrictive de la part de la Fed, c'est pas bon pour les entreprises. Okay, c'est pas bon pour les entreprises qui s'attendaient du coup à un ralentissement assez conséquent. Un assouplissement assez conséquent de la politique monétaire. Mais donc ça, tu vois, c'est les développements juste après la décision de politique monétaire de la Fed. Si maintenant je reviens à mes graphes, bam, bam. Donc si je reviens à mes graphes et qu'on regarde un petit peu plus la position que j'ai prise. Donc, comme je te l'ai expliqué, j'observais du coup les niveaux FIB ici, particulièrement le niveau 38,20% sur le que donc je vais te le remettre ici, le niveau 38,1%, c'est à peu près 1,0520, donc c'est ici. J'observais particulièrement ce niveau-là, sur lequel le prix butait une fois, deux fois, etc. Je suis entré en position lundi matin, avec ce chandelier-ci, qui a percé la moyenne mobile à 10 périodes de 1 heure. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de mon analyse technique, parce que chacun a une façon différente d'analyser techniquement, mais tu l'auras peut-être remarqué, j'utilise beaucoup le fonda pour prendre mes décisions. Donc non seulement ici j'avais sur, on va dire, la structure de la petite unité de temps, un retournement, selon mes critères encore une fois, j'avais le prix qui réintègre les moyennes mobiles, et en plus du coup, pourquoi j'ai pris cette position à ce moment-là, c'est parce que juste après, on avait les PMI de certains pays de la zone euro et du bloc monétaire dans son ensemble. J'anticipais des PMI faibles. C'est pas vraiment ce qu'on a eu. On a eu des résultats un peu mitigés, mais qui traduisent toujours une croissance morose aux États-Unis. Et donc à ce moment-là, en observant la réaction du prix, tu vois ici que le prix, bon, il fallait le voir en temps réel, mais il s'est apprécié pour ensuite rejeter complètement ce niveau à 2 reprises, donc sur 2 heures. Il s'apprécie, il rejette, il s'apprécie, il rejette. Et ces deux chandeliers-là m'ont clairement montré que, peut-être que les PMI sont moins mauvais que prévu en zone euro, mais c'est pas pour autant qu'on a envie d'acheter de l'euro. Donc ces trois raisons-là, j'ai simplifié, mais en gros, ces raisons-là m'ont poussé à timer mon entrée à ce moment-là. Je prends toujours des stops assez larges, dans le sens où, si tu veux, je vais te mettre la position, parce que je me souviens exactement de la position que j'ai prise. Donc je suis entré en 1,05. Je suis entré en 1,05 et donc j'avais pris un stop de 35 points. Donc j'ai mis un stop assez large. Au-dessus de quel niveau? Donc au-dessus de ce niveau-ci. Plus ou moins aux alentours de ce niveau-là. Pourquoi? Parce que je me suis dit, le prix peut très bien venir saisir les hauts ici. Là, il a déjà été saisi. Et celui-là même, mais quand même chuter par la suite. Donc pour éviter, typiquement, les gens qui vont faire ça, par exemple, mettre un stop genre super étroit, pour éviter de me faire stop out et puis ensuite que mon scénario soit quand même bon, j'ai tendance à utiliser des stops assez larges, même si ça diminue la taille de lot que je vais utiliser. Mais donc, après ça, hop, voilà, comme ça on est correct, je visais le niveau 1,04. Pour quelle raison? Parce que comme tu l'as vu, autant je surveillais le niveau 38,1%, pour mon retracement Fibonacci, je vais aussi utiliser les extensions pour aller chercher
mes profits. Alors je vise pas un niveau en particulier, dans le sens où je vais pas me dire ok, le prix doit absolument arriver à moins 27 ou absolument arriver à moins 61,8. Non, je vais plutôt chercher la zone. Comme tu l'as vu d'ailleurs avec les retracements, en réalité j'ai une zone grise et je vais chercher dans cette zone grise un modèle de retournement ou quelque chose, un déclencheur, un signal. Et bien ici je vais chercher mes profits dans cette zone là. Donc ça peut être ici, 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 peu importe. Bien évidemment je vais miroiter autour des niveaux, donc moins 27 et moins 61,80. C'est pourquoi j'avais en tête le niveau 1,04 et le niveau 1,0. 1,035, voilà, pardon, je vais y arriver, 1,035. Ok, ça c'est les deux niveaux que j'avais en tête. Comme je m'attendais à surtout donc une révision du dot plot, mais pas aussi hawkish, ben je ciblais 1,04 et non pas une impulsion aussi forte. Ok, donc ça c'était ma position, chouette. Le prix continue, donc il se développe, il se développe, il se développe. On voit que j'ai failli me faire sortir. Ce pourquoi d'ailleurs je suis très content d'avoir un stop assez large, mais dans tous les cas, même si je m'étais fait sortir à ce moment-là, puisqu'en réalité mon entrée était un peu trop précoce, je suis entré lundi alors que l'édition de politique monétaire c'était mercredi, mais dans le pire des cas, si je m'étais fait sortir à ce moment-là, j'aurais pu reprendre une position soit ici, ok, donc ici, pourquoi? Parce que quand je regarde la structure de la petite unité de temps, donc j'ai un retournement, une réintégration des moyennes mobiles sur une heure, le prix repasse sous le niveau psychologique 1,05 et vient se retracer si je refibre encore une fois, donc du coup mais je fibre du coup la plus petite unité de temps, vient se retracer dans ma zone grise tout simplement, donc sur mon niveau ici particulièrement 50%. Bref, donc j'aurais pu re-rentrer en position là, voire même plus tard, avec ici une meilleure confirmation. Un peu avant, donc c'était mercredi, un peu avant l'édition de politique monétaire de la Fed. Donc dans le pire des cas, même si mon stop n'était pas passé, c'est pas la mort. C'est ça que je veux dire, c'est que mon idée de base restait valable. Ça aussi, c'est mini parenthèse, mais certaines personnes parfois vont se dire, imaginons que j'avais mis mon stop un pips ou deux en moins, voilà, hop, et je me suis fait sortir. Il y a certaines personnes qui vont se dire, ah mais je me suis fait sortir, j'ai tort et c'est bon, je vais acheter. C'est une erreur que je faisais aussi beaucoup au début. Sauf que même si tu te fais sortir, il faut prendre du recul et te dire, ok, imaginons que j'avais pas pris cette position, d'accord, et que j'observe le graphique comme ça, et que j'observe mes fondamentaux, voilà, avec mes analyses macro, etc. Cool. Est-ce que mon idée de base, qui était de dire, tiens, j'ai envie de saisir un short aux alentours de ce niveau-là, est-ce qu'elle est invalidée? Et même si le prix avait spike à ce niveau-là, d'ailleurs pour la mini-raison, c'est parce que c'est à cause des développements politiques en Allemagne, mini parenthèse, mais du coup lundi soir, ok, il y a eu Olaf Scholz, je sais pas trop bien le dire, mais qui a été, on va dire, tège de son gouvernement. Enfin, pas tège, mais du coup, je sais plus, je regarde pas trop la situation politique en Allemagne, mais je sais que du coup, ça va avoir une influence sur les rendements allemands, puisque du coup, à ce moment-là, en fait, voilà, je vais le faire simplement, avec la situation politique en Allemagne, les investisseurs ont demandé une prime de risque sur le Bund, le bon... bref, l'obligation allemande, ce qui a du coup augmenté les rendements allemands et ce qui a permis à l'euro de s'apprécier. Mais bon, c'est une petite situation comparée à ce qu'on allait avoir par la suite, c'est pourquoi il y a eu juste une appréciation de court terme. Ça aurait été bien pour un petit scalping, bref. Et donc, est-ce que ça change ma vision macro globale? Ben non, pas du tout. Et donc à ce moment-là, j'aurais pu re-rentrer en position, etc. Je te remets le trade, je sais pas pourquoi je l'ai enlevé. Donc j'étais entré en 1,05, plus ou moins ici, avec un stop de 35 points. Cool. Un TP en 1,04. Bam. Cool. Ça, c'est ma position. Chouette. Et puis, en fait, je t'ai déjà tellement expliqué les raisons de cette position et le pourquoi du comment que j'ai pas vraiment besoin de t'expliquer la suite. Mais donc, le prix se déprécie avec la décision de politique monétaire de la Fed. Mon erreur, par contre, et ça, c'est un peu les leçons que j'aimerais partager dans cette vidéo, c'est que t'as beau avoir raison sur la direction, t'as beau réussir à catch la bonne entrée, le bon timing. Bon, ici, j'étais un peu trop tôt, mais le fait d'avoir un stop large m'a quand même permis de rester en position le temps que mon idée se joue. Mais donc, t'as beau avoir la bonne entrée, la bonne direction, tu peux encore... tu sors avec un gagnant dans tous les cas, si tu as ces deux critères-là, mais tu peux encore avoir des gains réduits si tu as une mauvaise gestion de trade. Et pour ma part, c'est ce sur quoi j'essaie de travailler en ce moment, c'est que ma gestion de trade n'est pas encore terrible. Je m'explique. Je vais t'expliquer comment j'ai géré cette position-là, et puis plus particulièrement, comment j'aurais pu mieux la gérer. Donc mon stop, initialement, il était ici. Ok. Voilà, mon stop était ici. Cool. Le prix chute. Bam. Ok. Je déplace mon stop en 1,0520. C'est ce que j'avais décidé avant le trade. Ok, cool. Ma première erreur, ça aurait été de prendre des profits partiels aux alentours du précédent
bas H4, ce qui du coup n'a pas vraiment de sens par rapport à la stratégie que j'ai mis en place. Pourquoi? Parce que j'ai mis en place une stratégie de suivi de tendance. Enfin, dans ce cas-ci, j'ai utilisé mon système de suivi de tendance. Suivi de tendance veut dire que si tu considères qu'on va reprendre la tendance baissière H4, tu anticipes un mouvement d'impulsion qui va plus bas que le précédent bas, et non pas un double creux. Donc ça, c'est la première erreur que j'ai faite. Les fondamentaux confirmaient ma direction, je prends des profits partiels à ce niveau-là. Alors, bon, c'est pas spécialement une erreur, mais disons plutôt que ça ne se justifiait pas vu ce qui venait de sortir et vu mon idée d'aller chercher plus bas. Ça, c'est la première erreur que j'ai faite. J'aurais pu prendre des profits partiels beaucoup plus bas. Deuxième erreur que j'ai faite, c'est à partir du moment où le prix a commencé à chuter, j'étais focalisé sur la gestion de mon trade et sur bien déplacer mon stop au fur et à mesure pour vraiment sécuriser mes profits. De façon générale, j'essaye de garder un RR réel supérieur à 1. Ça veut dire que même si, je vais te l'expliquer très simplement en ouvrant, t'affichant une deuxième position, même si voilà, même si mon RR de base ici il était quoi, 2,8, ok, cool, même si mon ratio initial est positif, à partir du moment où je déplace par exemple mon stop, allez, on va dire ici, et que le prix est, on va dire là, d'accord, donc si j'ajuste, en réalité mon prix il est là, mon stop il est ici, et donc en fait tu vois que mon ratio risque-récompense réel, il est plus que de 1,6. Alors là ça va encore, il est positif. Mais je vais te faire un autre exemple. Imaginons que je déplace pas du tout mon stop, ok? Ou alors je le déplace mais un petit peu. Tu vois, comme je t'avais dit au début, je l'avais d'abord initialement déplacé en 1,0520. Ok? Quand j'ai vu que la réaction initiale du prix était une baisse, hop, j'ai déjà réduit la baisse potentielle que je pouvais encaisser dans le cas où le prix nous fait un U-turn, genre un comme ça. Ok? Admettons que je déplace mon stop là, et que le prix, vraiment, il se déprécie, et on arrive à ce niveau-là, tu vois, je sais pas moi, 1,05, 1,0430. Bam. Ça veut dire que je risque tout ça, ok, je vais même le mettre en point. Ça veut dire que je risque 90 pips pour en gagner 30. C'est pas super intelligent. C'est pas super intelligent. L'idéal, en fait, c'est que mon stop, ou en tout cas mon ratio RR, soit plus ou moins de 1, que je risque 30 pour gagner 30, voire même moins. Ça, ce serait l'idéal. Mais bon, le pire, on va dire, c'est d'avoir un ratio 1-1. Ok. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire au fur et à mesure que le prix se dépréciait. Mais alors, je suis descendu sur des vraiment toutes petites unités de temps pour vraiment suivre le prix et observer les développements sur 5 minutes. Et donc, à ce moment-là, je déplaçais mon stop au fur et à mesure. Bref, je te passe les détails. J'observais la réaction du prix. Puis ici, le prix s'apprécie, chouette. Bon, enfin, je vois un 2J, un Marubozu haussier sur 5 minutes, cool. Et j'avais déplacé mon stop du coup au-dessus du précédent chandelier baissier, donc check ici. Je me souviens, c'était 1,0435. Chouette. Dans l'optique où, ok, soit, d'ailleurs je vais refaire avec cette technique là, donc imaginons le prix est là. Soit je me fais sortir, c'est pas grave de toute façon parce que j'ai déjà sécurisé tout ça, ok, donc j'ai déjà plus que 1 R de profit, ok, cool. Soit, j'étais plus ou moins à 1-1 du coup, soit je TP et cool. Sauf que, ce qui s'est passé là, et c'est pour ça que je t'explique que t'as beau avoir une bonne entrée, une bonne direction, etc., la gestion de trade c'est encore autre chose parce qu'il y a tes émotions et la psychologie qui entrent en jeu. En situation réelle, je vois le prix qui monte, et je me dis, je préfère quand même sortir là que là. Surtout que là, maintenant, j'ai peur que en fait, le prix ne chute pas après, vienne d'abord enclencher ma sortie, et puis continuer dans ma direction. Parce que ma direction en soi, j'étais quasi sûr, mais est-ce que le prix n'allait pas se réapprécier un peu avant de chuter? Sur 5 minutes, c'était possible. Donc je me dis, bon, autant sortir là plutôt que là, parce que de toute façon, je risque de... Voilà. Et c'est ça le problème, c'est que j'avais beau avoir déplacé mon stop en 1,0435, c'est pas pour autant que j'avais pleinement accepté ce stop. Ce pourquoi j'ai pris une clôture manuelle, donc j'ai fermé manuellement mon trade aux alentours de 1,04200, donc plus ou moins ici. Alors certes, tu vas me dire, oui, bon, j'ai pu grappiller quelques points en plus. Sauf que si tu regardes, ce stop-là que j'avais placé là et que j'avais plus bougé depuis, il aurait jamais été enclenché. Et donc, mon TP aurait été touché. Et j'aurais eu un profit un peu plus grand. Bref, c'est une mini parenthèse, mais c'est pour t'expliquer que la gestion de trade, c'est quand même important. Déjà pour sécuriser tes profits, mais que il faut des règles précises. Et que là, la règle, ça aurait juste dû être de... Enfin, c'est ma règle en soi, mais c'est juste que j'aurais dû la respecter. C'est, tiens, tu déplaces ton stop proportionnellement à la réaction du prix, tu vois, comme je m'attendais à un grand mouvement impulsif, genre une grande impulsion agressive, etc., je déplace mon stop agressivement, j'allais pas le laisser tout là derrière
ok, alors que le prix était déjà là, tu vois. Mais donc je le déplace agressivement, mais il faut respecter ce stop. Je veux dire, la clôture manuelle n'avait pas lieu d'être. Soit je TP, soit je SL, ok, mais pas les deux. Bref, ça c'est une première chose. Donc, et alors la raison pour laquelle... Enfin oui, non, c'est tout, voilà. Deuxième chose aussi que j'aimerais te dire avant de terminer la vidéo, c'est que il faut ajuster ses positions, en tout cas si tu trades sur base de la macro, il faut ajuster ses positions en fonction des données entrantes. Ça veut dire que mon trade initial c'était quoi? Hop, c'était donc un short en 1,05 sur l'euro en anticipation d'une réduction hawkish de la Fed. Cool. J'avais un stock de 35 points, j'avais un TP de 1,04. Sauf que comme je te l'ai dit, ok, ce scénario-là, attends, je fais des bêtises, donc entrée 1,05, profit 1,04, voilà. Sauf que comme je te l'ai dit, ce scénario-là, c'était dans l'optique où la Fed allait annoncer 3 baisses de taux en 2025 et non pas 4. Sauf que là, on a eu une surprise hawkish. Ça veut dire que la Fed a été encore plus hawkish que ce qui était prévu. Elle a annoncé 2 baisses de taux en 2025. Pardon. Elle a annoncé 2 baisses de taux en 2025 seulement. Elle a révisé à la hausse toutes ses prévisions d'inflation. Elle a révisé à la hausse le taux terminal, etc. Bref, on a eu une belle surprise hawkish. Donc à ce moment-là, mais bon, le problème était que j'étais trop focalisé sur la gestion de mon trade. À ce moment-là, si j'avais pris le temps d'analyser vraiment les données, donc le SEP, le statement, d'écouter la conférence de presse, etc., je l'ai fait, mais d'une oreille pas très attentive. Si j'avais vraiment pris le temps d'analyser ces données-là, je me serais rendu compte que, en fait, je pouvais ajuster ma cible de profit. Donc, je t'ai dit précédemment que je ciblais... cette zone-là, ok. Donc forcément, avec mon billet initial, on pouvait cibler 1,04, chouette. Mais en réalité, vu la nouvelle qu'on venait d'avoir, 1,04, c'était dans le cas, comme je l'ai dit, où on avait un cut restrictif, enfin un hawkish cut, mais pas aussi hawkish. Sauf que là, on a eu un truc encore plus hawkish. Donc j'aurais pu aller cibler vraiment le bas de la range, c'est-à-dire 1,0, en tout cas un peu plus bas, pas nécessairement le plus bas du plus bas, genre 1,035, mais en tout cas un peu plus bas, genre que 1,0. Et donc, ajuster en conditions réelles par rapport aux données entrantes sa position, ça peut aussi être intéressant. Dans le sens où, là, si je reprends ma gestion de trade, ce que j'aurais... Pardon pour la sonnerie. Voilà. Ce que j'aurais pu faire, c'est continuer à trail mon stop. Ok. Donc, je continue à trail mon stop. Bam, bam, ok, on descend, enfin bref. Je continue à trail mon stop agressivement. Et ça jusqu'à ce que le prix soit me stop, ok, soit donc peut-être par exemple ici, je sais pas moi, imaginons j'avais trail jusque attendez, ici à mon avis non, en fait je ne me serais même pas fait sortir si je l'avais trail. Pourquoi? Parce que je serais déjà sorti en TP. Mais donc trail mon stop jusqu'à ce que soit mon stop soit touché, soit mon TP soit touché, avec une cible de profit un peu plus large. Bref, mais donc voilà, si je devais vraiment résumer ces petites leçons. La première, c'est qu'il faut avoir confiance en son analyse, mais surtout, mais aussi qu'il faut ajuster cette analyse en fonction des données entrantes. Dans le sens où mon analyse, ou l'idée de trade qui se basait sur cette analyse était bonne, mais j'aurais vraiment pu ajuster une fois que les données étaient sorties, parce que les données étaient encore plus hawkish que ce que j'avais prévu. Donc j'aurais pu ajuster ma cible de profit, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose aussi vraiment importante, enfin j'en dirais 3. Donc la deuxième chose importante, c'est d'ajuster, d'avoir une gestion de trade active, surtout quand du coup tu t'attends à un grand mouvement agressif, tu vois, t'as pas envie de laisser ton stop vraiment à la traîne, donc vraiment déplacer son stop agressivement, mais faire confiance à ce stop. Dans le sens où si tu déplaces ton stop agressivement, mais qu'à un moment tu prends des profits manuels, sans même que le prix ait atteint ton TP, ça veut dire que tu déplaces ton stop, mais tu n'acceptes pas vraiment la perte, tu vois. Donc il faut accepter pleinement la perte à partir du moment où tu déplaces ton stop, c'est une autre chose. Et alors la troisième chose aussi, j'ai oublié. La troisième chose, je l'ai oublié. Ah oui, non, c'est par rapport à l'entrée. Tu vois qu'ici, j'ai eu un peu de la chance, entre guillemets, de ne pas avoir été sorti avant que mon scénario se joue, parce que j'avais un stop assez large. Mais c'est vraiment important d'attendre le bon moment, de bien timer l'entrée, parce que ici, en réalité, mon entrée était un peu agressive par rapport au scénario que j'anticipais. Et quand je regarde les 3 entrées qui auraient été possibles, attends, je vais les afficher, ça va être plus simple. Je pouvais envisager une entrée là, je pouvais envisager une entrée là, je veux dire par rapport à ma stratégie, ok, ouais, plus ou moins là, enfin bref. En réalité, donc si je devais aussi afficher l'entrée ici que j'ai prise,
La meilleure des trois, je dirais que c'est celle-ci. Genre honnêtement. Et donc, je me rends compte que parmi les 3 opportunités d'entrée qui se sont présentées à moi pour jouer ce scénario, j'ai pas pris la meilleure. Donc ça aussi, vraiment important à partir du moment où tu as des critères précis pour entrer, donc un signal qui te dit ok, entre. Essaye de choper vraiment un signal solide et pas juste la première opportunité qui se présente à toi. Tu vois, des opportunités, tu en auras. Et souvent, tu as plusieurs opportunités pour rentrer en position avant qu'un mouvement se produise. Et donc, vraiment, n'hésite pas à être sélectif à ce niveau-là pour vraiment prendre la meilleure entrée possible. Bon, là, ça, c'est pas avéré, on va dire, défavorable pour moi. Mais j'aurais quand même pu me faire sortir et encaisser bêtement une perte avant de pouvoir encaisser mon gain en devant réentrer sur le marché, etc. Mais donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. C'est complètement différent d'habitude dans le sens où je fais pas vraiment d'analyse sur les graphiques, etc. Aussi, si tu veux voir toutes mes analyses macro, donc toute la réflexion qu'il y a derrière les positions que je prends, n'hésite pas à aller checker le site La Macro, donc c'est le site sur lequel je partage toutes mes analyses. Le lien est dans la description. Et puis sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée et on se dit à la prochaine dans la prochaine vidéo.